Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour une émission aujourd'hui consacrée à l'autopartage. Alors, nous sommes 18 mois à peu près après la fin brutale, on peut le dire, d'Autolib à Paris. Le paysage a donc forcément beaucoup évolué. On va évoquer ce sujet avec nos invités autour de la table. Christian Serré-Anacchini, bonjour. Vous êtes le directeur des opérations de Free2Move, donc la partie nouvelle mobilité du groupe PSA. On va en parler. Autour de cette table également, Mathieu Bernasconi, bonjour. Vous êtes à la tête de ShareNow, donc une entité Daimler BMW. Là aussi, les nouvelles mobilités, on va l'évoquer. Et puis Pascal Millet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du salon Autonomie, qui est donc devenu un rendez-vous annuel à l'automne à Paris. Et le mot nouvelle mobilité aussi est totalement au cœur de ce salon. Je vais peut-être commencer avec vous justement. On a deux acteurs de l'après Autolib, notamment à Paris, et puis dans d'autres villes, on le verra. En 18 mois, vous vous dites que ça a beaucoup évolué pour les habitués d'Autolib qui avaient leur trajet quotidien. Est-ce que le paysage a beaucoup évolué, d'avoir plus de concurrence? Est-ce qu'on n'a pas retrouvé le même niveau? Est-ce que vous avez un avis sur 18 mois plus tard? Où est-ce qu'on en est? Le paysage a évidemment évolué, l'arrêt d'Autolib a été quelque chose d'assez important, mais effectivement de nouvelles offres sont nées, on en a des représentants autour de cette table, d'autres naissent encore. Le groupe Toyota vient d'annoncer Kinto, le lancement de Kinto avec une partie autour de l'autopartage, donc voilà, l'offre est au rendez-vous, elle est au rendez-vous parce que je crois qu'il y a une vraie demande, un vrai besoin de la part des utilisateurs, des franciliens notamment, mais pas que, on le voit beaucoup en ce moment, autour de ces alternatives à la mobilité, ces alternatives à l'autosolisme, de manière à adresser des problématiques qu'on connaît bien en ville, que sont la congestion et la pollution. Et donc, est-ce qu'on a rattrapé le niveau avec Autolib, etc. Je laisserai peut-être mes camarades s'exprimer sur le sujet, mais en tout cas, il y a de vraies offres, il y a une offre qui se structure, qui se professionnalise et qui répond à une vraie demande, à la fois des utilisateurs et à la fois des collectivités, des décideurs publics, des villes, qui, elles aussi, ont bien compris que ce type de solution pouvait les aider à adresser des problématiques qui sont les leurs au jour le jour. Oui, avec les problématiques de stationnement, notamment, etc., pour les municipalités. On va rentrer dans le vif du sujet, notamment avec vous, Mathieu Bernasconi. Donc pour ShareNow, ça fait Car2Go encore sur les voitures dans Paris. Au bout d'un an, pour vous, quel type de bilan vous tirez? Satisfaisant? On tâtonne encore? Vers quoi on se projette? Déjà, je voudrais peut-être juste préciser, effectivement, vous avez parlé de ShareNow et de Car2Go, donc expliquer clairement évolution. En fait, Car2Go a fusionné dans une nouvelle entité, et donc il y avait deux acteurs importants au niveau mondial, qui étaient donc Car2Go et DriveNow, qui donc ont fusionné ensemble et donné lieu donc à ShareNow, donc d'où ce changement de nom. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nos voitures montrent les deux noms pour l'instant, donc dans une phase de transition. C'est ça. En ce qui concerne notre présence à Paris, ça fait effectivement un an à peu près, à peu de choses près, quelques jours près qu'on a démarré, et on est tout à fait satisfait de la façon dont les choses évoluent à Paris. On est pratiquement exactement dans nos prédictions, dans ce qu'on nous avait prévu, ce qui nous a permis de dérouler notre plan, et en particulier de doubler la taille de notre flotte, ce qui a pu être fait en décembre. Des Smart, 2 places et 4 places, donc on a maintenant 2 types de modèles, et donc on espère que ça continuera comme ça et qu'on pourra continuer à se développer à Paris et dans d'autres villes. Et du côté de Free2Move, avec 1 an et 1 mois à peu près en termes de retour d'expérience, vous aussi, vous voyez le développement parisien. Pour l'instant, on reste sur ce côté après Autolib, donc parisien. Spécificités, contraintes, quelles ont été les choses les plus compliquées peut-être 13 mois plus tard? Alors il y a toujours des tas de choses à mettre en place pour ce genre d'opération, mais on a l'habitude puisqu'on est présent dans plusieurs villes dans le monde, donc on a des opérations qui sont plus anciennes, on connaît très bien ce métier, beaucoup de satisfaction sur le démarrage de Paris. Je pense que les dispositifs et Free2Move en particulier ont montré toute leur utilité et la capacité à répondre aux différents besoins des franciliens, en particulier ces dernières semaines, où on a été
très sollicités pour aider justement dans des moments un peu difficiles, et on voit que le public se tourne vers nous et comprend bien l'utilité que peut avoir ce type de service-là. Donc beaucoup de satisfaction de ce point de vue-là, de l'évolution aussi depuis le lancement. On a assez notablement étendu le périmètre de service. Aujourd'hui, on a commencé sur Paris. Aujourd'hui, on sert également ici les Moulineaux, Vanves, Sèvres, Saint-Cloud, Saint-Mandé. Donc des demandes pour pas être limité entre guillemets sur des trajets intramuros. C'est une demande aussi des usagers. C'est une vraie demande. C'est une vraie demande des usagers, et donc on suit la demande et on va au-devant des besoins des Parisiens, donc et des Franciliens. Donc c'est important, et on prend toute cette place aujourd'hui dans le panorama des transports de la ville. Parce que c'est vrai que c'est un sujet ça, parce qu'il y a plein de services, alors même au-delà de l'autopartage, les trottinettes, les vélos, les scooters, où ça reste intramuros, donc c'est compliqué parfois. C'est une problématique, et c'est une vraie demande, je suis d'accord avec vous, qui est exprimée non seulement par l'utilisateur, mais aussi par les collectivités. J'étais avec le Forum métropolitain du Grand Paris, qui était présent sur le salon Autonomie tout à l'heure encore, au vœu de l'AMIF, qui est l'association des maires d'Île-de-France. Il y a une vraie demande justement pour avoir des services qui soient complémentaires et qui adressent aussi au-delà de Paris intramuros ces besoins des utilisateurs. Ouais. Pour vous, ça fait aussi partie du développement logique. Oui, ça fait partie du développement logique. Après, c'est une question de timing, de pouvoir accompagner notre développement de façon harmonieuse avec la demande, et puis s'assurer aussi qu'on étend notre service dans des zones où on va pouvoir trouver toutes les ressources dont on a besoin. On parle de voitures électriques aujourd'hui, et donc c'est important qu'on puisse combiner notre développement avec la présence de solutions de recharge de ces véhicules. Et justement, en comparant peut-être avec ce que vous avez déjà fait dans d'autres villes, à Paris, vous avez été confronté à quel type de problématiques en termes de stationnement, recharge? L'après-Autolib n'a pas été facile non plus sur ce plan-là. Alors, peut-être il faut expliquer que l'autopartage en free floating n'est pas toujours électrique. On a, nous, encore aujourd'hui, une majorité de villes qui exploitent des voitures à essence, avec une certaine proportion de véhicules électriques, puisqu'on est quand même à 25% de notre flotte électrique au niveau de notre présence mondiale. Mais à Paris, on a la particularité, comme dans 3 autres villes européennes, d'avoir une flotte 100% électrique. Oui, là, donc évidemment, les 4 villes 100% électriques que nous avons imposent une méthode de travail légèrement différente des autres villes où on a juste une petite portion de véhicules électriques. Donc c'était important pour Paris de pouvoir compter sur une infrastructure de recharge conséquente, et on a pris le parti, nous, de nous appuyer sur l'ancien réseau de recharge Autolib qui présentait un maillage vraiment intéressant. Et donc on utilise majoritairement cette infrastructure de recharge existante pour recharger nos voitures, qui présente l'avantage non seulement d'avoir un grand nombre de bornes, comme je l'ai dit, parce que le maillage est important, mais aussi de permettre à nos clients de recharger les voitures à la fin de leur course, ce qui est quelque chose qu'on a développé ces dernières années, y compris dans d'autres villes européennes, qui nous paraît être une méthode intéressante de travailler. Donc pour les clients, pour ceux qui le souhaitent, ça ne sera jamais une obligation. Pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent, s'ils le veulent, à la fin de leur location, brancher la voiture sur une des bornes Autolib et bénéficier d'un crédit d'utilisation en échange pour les récompenser et les remercier de nous avoir aidés. Cercle vertueux. Voilà. Christian Serré-Anakini, côté Free to Move, là aussi on a utilisé un petit peu ce qui existe. Qu'est-ce que vous avez constaté aussi comme usage avec un peu plus d'1 an de recul? Alors on s'adapte toujours en fait à la ville. Toutes les villes sont différentes. Si on pense à Madrid ou à Washington ou à Wuhan en Chine, qui sont des villes dans lesquelles on opère, on a évidemment des situations à chaque fois très différentes. On est globalement, nous, dans notre flotte, à 80% électrique globalement. Donc on a déjà adressé pas mal de situations différentes de dispositifs de recharge. Je pense que Paris, de ce côté-là, il existe un dispositif de recharge public. Il y a sans doute encore des choses à faire pour que la couverture soit vraiment bonne et permette de soutenir ce type de mobilité-là. Et je pense que c'est important. Je pense que les villes doivent avoir une véritable action, une véritable réflexion pour faire en sorte que ces dispositifs existent et puissent servir au maximum l'ensemble des citoyens avec une concertation. On le voit bien, on a besoin aussi de concertation entre la métropole et les villes adjacentes, bien évidemment, puisque l'usage des gens ne s'arrête pas aux limites d'une commune. Donc on s'adapte, on sait s'adapter à pas mal
mal de cas différents d'opérations. L'autre chose qu'il faut sans doute dire aussi, c'est que la mobilité, il faut l'avoir de manière plus large. L'autopartage est un élément important qui va apporter beaucoup de souplesse, et je pense que la génération d'autopartage qu'on amène aujourd'hui amène une forme un peu plus évoluée, avec beaucoup plus de souplesse que ce qui existait avant avec Autolib, beaucoup plus de liberté pour se garer, etc. Mais ça s'inscrit dans un dispositif un peu plus global. On propose nous aussi une application Free2Move qui agrège l'ensemble des formes de mobilité qu'on peut trouver dans Paris, donc les autopartages, les trottinettes, les vélos et même les transports publics. On a aussi des services de location de véhicules qui sont disponibles dans notre réseau de distribution PSA. Donc on a vraiment un dispositif de maillage qui permet de mettre toujours à disposition le bon moyen au bon moment pour le client. Et je crois qu'il faut vraiment l'inscrire dans un périmètre plus global. Parce que c'est nouveau aussi de voir des constructeurs automobiles devenir des acteurs de mobilité et pas que de la voiture. Alors c'est pas nouveau depuis avant-hier, mais ça monte quand même clairement en puissance. Et c'est une vraie tendance. On est dans cette démarche qu'on appelle, c'est une sorte d'anglicisme, le MaaS, Mobility as a Services, qui est une vraie tendance de fond. Parce qu'en fait, et vous l'expliquez très bien, elle répond à un besoin d'utilisateur qui à un moment donné a simplement besoin de se déplacer en fait d'un point A à un point B avec les meilleurs moyens à un moment donné qui lui est offert. Et donc il y a une forme, y compris de concurrence et de course, autour de ces applications un peu universelles qui vont permettre de fédérer et de regrouper l'ensemble de ces éléments-là, des acteurs privés, des acteurs publics. La SNCF a lancé son service. Donc il y a un vrai développement avec derrière des enjeux technologiques importants en termes de partage de la donnée, d'identification, de géolocalisation, etc. Il y a beaucoup d'entreprises et de startups qui se positionnent sur ce secteur. Nous, on le voit sur le salon Autonomie, il y a énormément d'acteurs qui viennent se offrir à la fois aux acteurs privés et à la fois aux décideurs publics des outils pour gérer cette mobilité as a services. Et c'est vrai que les constructeurs sont bien évidemment là-dessus très en pointe. Ouais. Mathieu Bernasconi, pour vous également, la démarche, c'est ça, c'est l'autopartage, mais pas uniquement. Oui, absolument. D'ailleurs, je vous ai parlé de cette fusion avec DriveNow qui en fait rentre dans un cadre plus grand, qui est en fait une joint venture, une nouvelle entité qui a été créée par nos deux actionnaires, donc le groupe BMW et Daimler, et qui inclut de l'autopartage, mais aussi des applications taxi VTC, des applications multimodales, type application MaaS, des solutions de paiement pour le stationnement et des solutions de paiement pour la recharge de véhicules électriques. Donc on est tout à fait en ligne avec cette stratégie. On voit bien ce qui est en train de se passer. Il y a un vrai besoin de créer un écosystème de mobilité pour qu'on puisse se déplacer plus facilement, plus simplement à n'importe quel moment, et tout ça avec son smartphone. Donc je pense que la tendance est vraiment lourde et assez évidente, et on voit bien que ce sont des activités qui se développent très très fortement avec des attentes de plus en plus fortes de nos utilisateurs. Ouais, donc vous êtes obligé d'être présent parce qu'il y a des demandes. Est-ce qu'il y a suffisamment de demandes? Est-ce qu'on arrive à être assez vite rentable? Alors il y a Paris, mais il y a plein d'autres villes. Vous avez, j'imagine, là aussi un peu de recul, retour d'expérience sur la manière dont ça s'est mis en place. Pour Madrid, par exemple, je crois que il y a aussi des choses positives forcément qui aident à s'implanter dans d'autres villes ensuite. Oui, alors encore une fois, comme je le disais, les conditions peuvent être différentes en fonction des politiques de chacune des villes. Maintenant, effectivement, il faut mettre en place ces dispositifs, les faire évoluer, accompagner aussi l'adoption des clients. Alors, quelques chiffres, à Paris, on a déjà une base de clients de 40 000 personnes. C'est déjà quelque chose d'assez important un an après le lancement. Évidemment, avec le temps, les opérations se développent, construisent leur base. À Madrid, qu'on a lancé il y a 3 ans, est déjà beaucoup plus avancé, et c'est une opération 100% électrique qui a déjà trouvé sa rentabilité. Voilà, donc on sait que le chemin, au bout de 3 ans, donc on sait que le chemin, il est comme ça. Il faut travailler chaque dispositif, l'adapter à la demande locale, et on peut arriver à des équilibres économiques intéressants. Donc on est, nous, très très attachés à travailler chaque ville selon son schéma de mobilité, selon les demandes spécifiques des clients, en répondant de manière spécifique aux demandes. À Madrid, par exemple, on a mis en place des
des véhicules utilitaires électriques dans la flotte, voilà, parce qu'il y a une demande particulière autour de ça. Et on a à Paris donc élargi assez vite la zone parce qu'on a une demande des franciliens de pouvoir utiliser plus largement le dispositif. Et au fur et à mesure du temps, on trouve des équilibres intéressants pour un métier qui apporte un vrai service, encore une fois. Il y a une demande vraiment très forte pour ça, même s'il peut y avoir encore beaucoup plus de gens qui utilisent tous ces services-là. Un autre chiffre, notre application de mobilité Free2Move, multimodale, on a déjà 2 millions de downloads, 100 000 clients actifs, réguliers, à l'échelle de l'Europe et de l'ensemble de l'Amérique du Nord. Voilà. Donc il y a cette demande, il y a ces besoins, et on va continuer à y répondre en adaptant toujours plus. Pour ShareNow également, c'était important d'être à Paris, alors peut-être pas forcément pas arriver le premier, mais quand même parmi les premiers, donc pour être présent très vite, parce que il y a aussi, on l'a dit, Toyota, Volkswagen, tout le monde va arriver, va proposer son service à Paris, et puis un peu comme ça se retrouve dans toutes les grandes villes. C'était important d'être là assez vite quand même aussi, en se disant on va être identifié, il faut être rentable aussi quand même assez vite. Absolument. Alors nous on a quand même une expérience de près de 10 ans dans l'autopartage, donc on a eu l'opportunité de tester un petit peu toutes les positions, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, etc. Et effectivement, le résultat est assez simple, c'est que c'est pas forcément intéressant d'être le premier, mais c'est important d'être parmi les premiers. Effectivement, il y aura peut-être d'autres acteurs qui viendront sur Paris, mais c'est une ville qui présente un potentiel intéressant, et donc pour nous c'était important d'être présent. C'est vrai que toutes les villes sont différentes. Il faut trouver la bonne recette, et on a on a beaucoup d'espoir de trouver la bonne recette sur Paris aussi. On va être en période d'élection municipale. Vous avez dit un petit peu justement que l'intérêt de certains maires. Vous avez l'impression qu'on passe vraiment une étape, c'est du concret, ça va au-delà de l'intention, de se dire oui, ce serait bien qu'il y ait ça dans ma ville. Ça devient un peu concret. Non, ça devient vraiment très très concret. On l'a senti nous sur la dernière édition du salon, où on a eu en fait une influence massive des décideurs publics, des élus de petites, moyennes et grandes villes, et qui étaient vraiment en attente de solutions concrètes. C'est-à-dire qu'on a un système de rendez-vous d'affaires, de business meeting. Elles utilisaient très fortement ce type d'outils pour aller justement discuter concrètement avec les différents opérateurs de comment est-ce que j'intègre dans ma ville, ou même pour mon parc, une partie de mobilité électrique, etc. Et en plus, elles sont accompagnées en cela par un cadre législatif, puisque là, l'homme vient d'être voté, la loi d'orientation des mobilités, qui accompagne quand même, alors la loi n'est pas forcément parfaite, mais elle a le mérite d'exister et d'accompagner quand même cette transition, cet accompagnement de ces nouvelles mobilités. Grosso modo, on va aller vers une mobilité qui va être partagée électrique, si on fait simple, et elle l'accompagne au travers de la création du forfait mobilité, de dispositions un peu spécifiques d'ailleurs sur l'autopartage entre autres, avec la création du label autopartage, etc., avec le renforcement des autorités organisées de mobilité qui vont pouvoir pousser ce type de choses et qui l'ont même dans leur mission. On parlait du mobilité de services, elles ont dans leur mission d'accompagner le développement de ce type de service. Donc l'ensemble des planètes sont assez alignées, plus je crois une prise de conscience assez large au niveau du grand public et des utilisateurs aussi sur la partie un peu développement durable qui va dans ce même sens. Donc je pense que les planètes sont assez alignées pour qu'on ait un bon développement, et en plus des acteurs des deux côtés, à la fois privés et publics, ont compris qu'ils construiraient cette nouvelle mobilité non pas les uns contre les autres mais ensemble. Et je pense que c'est une chance. En termes d'usage, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé, en termes de combien de kilomètres, le déplacement, alors il y a l'aspect grève là qui a dû être très très utile pour voir comment on vous a évolué un peu les déplacements de personnes qui n'avaient pas du tout peut-être l'habitude d'utiliser ces services. On a encore une fois avec un an de recul, c'est quoi, c'est 5-6 kilomètres, c'est une demi-heure, c'est à peu près ça, c'est en moyenne autour d'une demi-heure, c'est des trajets de 6-7 kilomètres, effectivement. Alors on est vraiment dans le cadre de trajets urbains, qui sont souvent d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a aussi des trajets vraiment très locaux à l'intérieur d'un arrondissement, donc ça couvre vraiment une quantité d'usage local à l'intérieur de la ville qui est extrêmement variée. Pas forcément du domicile-travail, il n'y a pas de pic de matin, pic du soir, il y a aussi tout au long de la journée des utilisateurs qui... Nous c'est ce qu'on souhaite, qu'il y ait des utilisations 24 heures sur 24 le plus varié possible, donc plus il y a d'usages différents. Vous
constater pour l'instant On va toujours retrouver quand même des tendances. Enfin, je veux dire, en général, à 4h du matin, il y a moins d'activité qu'en début de matinée. Pourtant, avant les premiers métros. Mais je pense que c'est la force de l'autopartage en free floating, c'est justement de proposer une quantité infinie de possibilités. C'est une voiture quand on veut pour aller où on veut. Donc c'est tout l'intérêt. Et en tout cas, nous, on pousse pour qu'il y ait des usages les plus variés possibles. Après, on peut retrouver des tendances qui correspondent à l'activité humaine. Enfin, je veux dire, on a des horaires. Mais je pense encore une fois que c'est l'intérêt de l'autopartage, c'est que c'est une voiture quand on veut pour aller où on veut. En nombre de kilomètres, évidemment, on a des chiffres tout à fait similaires à ceux de nos confrères. Je pourrais juste dire que ça dépend, encore une fois, des villes. On n'a pas des chiffres, il n'y a pas de chiffres magiques, ça dépend des villes. Et donc, on peut avoir des chiffres qui varient en fonction d'une ville à une autre. Le fait qu'on soit en électrique pur, avec une offre plutôt orientée autour de petits véhicules sur Paris, influence aussi les usages qui sont derrière derrière les usages de nos clients. Et peut-être un mot de prix pour ce type de trajet, 5-6 km, 25-30 minutes. Combien ça va me coûter si je veux faire ce trajet-là? En fait, ça peut varier énormément. On a différents types de prix. Nous, à partir de 26 centimes la minute, il y a plusieurs formules. Il y a aussi effectivement des périodes avec des prix qui sont adaptés. Donc ça peut être assez variable, mais c'est quelques euros pour faire un trajet urbain classique, ce qui rentre très bien, je dirais, quand on écoute nos clients, en tout cas, à qui on parle souvent, dans les budgets de monsieur tout le monde ou madame tout le monde en région parisienne. Et je pense, par rapport à ce que vous disiez sur la diversité des trajets, si on veut écouter le besoin de diversité qu'il y a chez les Parisiens et les Franciliens, les uns et les autres ont besoin de cet élargissement et de faire des trajets en dehors d'une limite fixe du périphérique. Ça, c'est certain, des deux côtés. Donc, plus on pourra aider à cette ouverture, plus on servira bien les besoins des Franciliens en général. Et bien parfait, merci à vous trois d'être venus sur Mobility TV et à très bientôt. Merci.